Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis pour le deuxième webinaire, c'est-à-dire le deuxième, le contenu est le même que le premier, donc, mais le webinaire du jeudi sur la téléconsultation. Alors avant de commencer quoi que ce soit, j'avais envie de dire que l'équipe du CRESAM se joint à moi. Voilà, pour vous adresser nos messages de solidarité, de soutien, des messages positifs par rapport à la situation difficile que nous vivons actuellement. Alors difficile plus ou moins en fonction des situations des uns et des autres, mais voilà, nous avions envie de tous nous associer pour vous envoyer voilà, quelque chose de positif et de solidaire, un message de cet ordre-là. Alors, concrètement, le webinaire, il faut savoir que pour le CRESAM, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on en a déjà fait un, celui de mardi. Il a bien fonctionné. On a eu un petit peu peur au niveau notamment des questions que vous avez la possibilité de poser via le chat. Tout un temps, le dispositif a été bloqué, et puis il s'est débloqué juste au moment où il devait se débloquer. Il y a eu un petit miracle. Tant mieux. On espère, là pour le coup, on dépend vraiment de la qualité des connexions, on dépend de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc on va vraiment croiser les doigts pour que tout se passe au mieux. Le principe du webinaire, il est assez simple. Yann Leroux, que je vais vous présenter juste après, va faire un exposé, une introduction de la question de la téléconsultation pendant plus ou moins une demi-heure, 40 minutes. Pendant cet exposé, vous avez la possibilité déjà de commencer à poser des questions via le chat. A priori, votre navigateur vous donne accès à un chat. Questions qui seront ensuite reprises par Yann dans un deuxième temps, et donc des questions qui seront amenées, qui vont nous permettre aller un peu plus loin concernant la réflexion, après avoir introduit la question de la téléconsultation, d'aller un petit peu plus loin aussi, au plus près de votre réalité à vous, des questions que vous vous posez concrètement. Donc un exposé, vous posez des questions, dans un second temps on répond à ces questions. Peut-être préciser qu'il y a un petit décalage de 30 secondes, 1 minute entre le moment où nous nous exprimons et la diffusion, le moment où vous réceptionnez en tous les cas. Un petit décalage qui est lié à Internet et aux dispositifs techniques. Bon, c'est toujours bon à savoir. En l'occurrence, par rapport à notre dispositif à nous, comme on ne répond pas aux questions directement, ça a relativement peu d'importance. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder parce que 1h30, ça passe quand même relativement vite, mais je vais quand même présenter l'intervenant du jour, Yann Leroux. Alors, pour résumer, pour faire simple, il est docteur en psychologie, il est psychanalyste, et il est aussi quelqu'un qui travaille depuis de nombreuses années, d'ailleurs on se connaît bien, c'est comme ça qu'on s'est connus, il travaille depuis très longtemps la question des espaces numériques et surtout des usages et des usagers de ces espaces numériques, singulièrement les jeux vidéo notamment, c'est une thématique de recherche qui l'intéresse beaucoup, mais aussi tout ce qui concerne notamment la thérapie en ligne, la téléconsultation. Alors peut-être oui aussi expliquer, il a publié énormément de choses sur toutes ces questions. Il a un blog, c'est vrai que la fois passée j'ai oublié de le dire, je vous invite si vous êtes intéressé par toutes ces questions à aller voir ce blog Psy et Geek. Vous tapez ça sur Google ou un autre moteur de recherche et a priori, vous allez tomber tout de suite dessus. Voilà, c'est une ressource super intéressante. Vous y trouverez plein de références, de textes, de synthèses sur des questions qui peuvent nous concerner en tant que thérapeute, évidemment, étant donné le titre du blog. Voilà. Je n'ai pas tout dit sur Yann, il y aurait énormément de choses à dire, mais je vais lui laisser la parole. Et voilà. Merci de cette présentation très amicale et très sympathique. Alors c'est vrai que ça fait déjà pas mal de temps que je traîne sur Internet et puis les différents espaces numériques. Et puis à un moment donné, je me suis posé la question de la manière dont on pouvait utiliser les différents dispositifs numériques dans le cadre des psychothérapies. C'est pour ça que je me suis intéressé à l'utilisation des jeux vidéo dans le cadre
des psychothérapies d'enfants ou d'adolescents. Et puis, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à l'utilisation des dispositifs de communication distants pour les psychothérapeutes. Alors, je disais la dernière fois que c'était des cliniques de la limite ou de l'extrême, puisque on est dans un espace dans lequel normalement on n'est pas bienvenu. L'espace Internet, c'est un espace qui est assez froid, assez rude et apparemment assez éloigné des espaces que l'on aime construire pour travailler avec nos patients. Mais il y a un autre terme qui me vient aujourd'hui, je pense que l'on pourrait dire que ce sont des espaces métis. Peut-être que les métis sont des êtres de la limite aussi, mais ce sont des espaces métis parce que ce sont des espaces qui mêlent plusieurs dispositifs. D'abord, vous avez le dispositif de l'image, comme aujourd'hui, et puis si vous n'avez pas le dispositif de l'image, vous avez les dispositifs du texte, et des fois, vous avez les deux, l'image et le texte, qui s'entremêlent et qui permettent de travailler. Alors, ce sont des dispositifs qui sont aussi métis parce qu'en fait, l'utilisation des techniques de communication distante dans le cadre de la psychothérapie rejoignent l'utilisation de dispositifs qui ont été utilisés ces dernières années par les psychothérapeutes. Pour aller un peu vite, parce que ce que j'aimerais en arriver au principe qui préside à l'utilisation à la pratique de la psychothérapie en ligne. Donc, pour récapituler un peu l'histoire, les psychothérapeutes ont utilisé plusieurs dispositifs techniques pour travailler avec leurs patients. Ils ont utilisé d'abord des dispositifs qui permettent une communication de soi à soi. C'est ce qui s'est passé lorsque des psychothérapeutes ont commencé à recommander à leurs patients d'utiliser le journal intime. Le patient écrit régulièrement sur son journal ce qu'il éprouve, ce qu'il pense, ce qu'il vit, où il note l'intensité de ses symptômes. Et il y a des psychothérapeutes qui ont commencé à utiliser, dans les années 50 aux États-Unis, le magnétophone en recommandant aux patients d'enregistrer les séances comme si le psychothérapeute était présent. Et d'après les comptes rendus de ces expériences, c'est bien que ce soit avec l'utilisation du journal ou avec l'utilisation du magnétophone ou de la vidéo, parce que ça a été fait aussi avec la vidéo, eh bien, on trouvait une amélioration de l'état général du patient. Il y a aussi des dispositifs de communication de soi à l'autre qui ont été utilisés. La vieille correspondance, quand on reprend l'histoire de la psychanalyse, on se rend vite compte que Freud était un espèce de graphomane. Ce serait quelqu'un d'aujourd'hui, je crois, qui serait Instagrammeur ou blogueur. Hein. Il passerait son temps à raconter aux autres « Ah, je suis allé à tel musée, j'ai vu telle statue, c'est extraordinaire, il faut que je vous raconte. » Bien, dans la correspondance de Freud avec la plupart des premiers psychanalystes, il y a des moments de psychothérapie. On trouve ces moments, par exemple, dans la correspondance entre Freud et Ferenczi. Plus récemment, et avec des dispositifs qui sont plus proches des dispositifs que l'on utilise aujourd'hui, vous avez dans les années 60-70 des psychothérapeutes qui ont commencé à se dire que ce serait intéressant d'utiliser les ordinateurs à des fins de testing. L'idée, c'est qu'avant chaque séance, le patient répond à un questionnaire et il documente ainsi l'évolution de sa situation, et ça permet au psychothérapeute qui a accès à ces données avant le rendez-vous avec le patient de mieux construire sa séance de psychothérapie. Et puis enfin, vous avez la psychothérapie, pas la psychothérapie avec 2 i. Peut-être que pour moi, c'était doublement important. Alors, j'ai mis 2 i quand je l'ai écrit. Des dispositifs informatiques ont été utilisés très très tôt pour faire de la psychothérapie. On pourrait même dire que le code est psychothérapie friendly, puisque la première intelligence artificielle qui a été inventée par Weizenbaum était censée mimer le comportement d'une psychothérapeute rogérienne. Il y a des expériences très amusantes. Hein. Weizenbaum raconte par exemple que ses étudiants passaient beaucoup de temps à discuter avec cette psychothérapeute qui s'appelait Elisa. Ils passaient tellement de temps qu'ils préféraient dormir dans le laboratoire d'informatique plutôt que rentrer chez eux. Et puis, quelques mois plus tard, ils se sont amusés à coder un autre
une autre intelligence artificielle qui était censée être un patient schizophrène, et ils ont fait discuter les deux intelligences artificielles l'une avec l'autre. Et vous avez des discussions qui sont tout à fait hilarantes entre ces deux programmes informatiques. À partir de là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été explorées. Par exemple, l'idée a été mise sur la table que l'on pourrait développer des intelligences artificielles pour former les psychothérapeutes aux entretiens diagnostiques. En utilisant, aujourd'hui, on appelle plus ça une intelligence artificielle, on appelle ça un chatbot. On pourrait coder des chatbots dépressifs, anxieux, schizophrènes, psychopathes, et les donner à des étudiants ou à des professionnels pour qu'ils s'entraînent à l'entretien clinique, et qu'à l'issue de cet entretien, ils puissent faire un diagnostic qui soit plus valide. Donc vous voyez qu'il y a déjà une très longue histoire des pratiques distantes dans le cadre alors pas véritablement distantes, ce sont des pratiques qui sont informatisées, qui s'appuient sur le numérique. Il y a une histoire déjà longue de ces pratiques-là. Et dans les années 2000, eh bien, on a vraiment un moment de grande créativité, puisqu'on a des psychothérapeutes du monde entier qui se rejoignent et qui se disent qu'il est en train de se passer quelque chose dans le monde de la clinique, puisque certains psychothérapeutes rapportaient que des patients leur avaient envoyé des mails et suggéré que une psychothérapie par mail pouvait être possible. D'autres rapportaient des expériences de patients qui s'étaient regroupés dans des espaces de conversation comme Usenet ou des listes de diffusion pour créer des groupes de soutien, et que ces groupes de soutien étaient, ma foi, assez fonctionnels. D'autres psychothérapeutes, enfin, rapportaient des expériences de psychothérapie en ligne de groupes passant par des listes de diffusion ou encore des groupes Usenet. Et donc, tous ces psychothérapeutes se sont dit, ce serait bien que l'on partage nos expériences et que l'on construise ensemble des connaissances sur ce que le numérique peut apporter aux psychothérapeutes. Alors, ces psychothérapeutes se sont réunis sous la bannière d'une association qu'ils ont créée, qui s'appelle l'International Society for Mental Health Online. Alors, ce sont pour la plupart des Américains, c'est probablement pour ça que ça s'appelle international, parce que vous connaissez les Américains, ils ont quand même le goût de la conquête, ils n'allaient pas s'arrêter aux limites étroites de leur pays, et ils ont publié un ensemble de recommandations qui sont encore utiles aujourd'hui, et ils ont aussi déblayé beaucoup de questions. Il y a eu des explorations théoriques du cyberespace. Comment est-ce que le cyberespace affecte les relations interpersonnelles? Pourquoi est-ce qu'il y a un effet de désinhibition en ligne, etc., etc. Donc, à partir des années 2000, on a un nombre de plus en plus grand de psychothérapeutes qui se hasardent sur Internet pour rencontrer des patients et pour travailler avec eux. On pourrait dire d'une certaine manière que l'histoire se répète, parce que vous vous souvenez sans doute la grande histoire de la psychanalyse, telle qu'on la raconte habituellement. Il y a cette patiente qui dit à Freud ne dites rien, taisez-vous, laissez-moi parler, Emil von Henn, si ma mémoire d'étudiant est encore bonne. Eh bien, on a ces mêmes histoires qui sont racontées par le psychothérapeute. Un patient m'a écrit et m'a dit je suis obligé d'aller loin des États-Unis. Est-ce que l'on pourrait faire un travail en ligne? Et le psychothérapeute suit les recommandations du patient. Et voilà, Shazam, la psychothérapie en ligne est inventée. Alors ça, c'est du côté anglo-saxon. Du côté des psychothérapeutes de langue française, on est dans une situation qui est beaucoup plus aride. Il y a très très peu de recommandations de bonnes pratiques. Ça ne veut pas dire que les psychothérapeutes francophones ne pratiquent pas en ligne, mais ils n'ont pas l'habitude de publier et de partager leurs expériences cliniques. Et ça, franchement, c'est vraiment très très dommage, parce que du coup, quand on fait une recherche bibliographique sur une question, on est inondé d'articles en langue anglaise, et donc qui sont pris dans la culture anglaise, et il n'est pas sûr que ce que les psychothérapeutes américains, anglais ou australiens vivent avec leurs patients soit immédiatement transposable avec ce qu'un psychothérapeute belge, suisse, français ou sénégalais peut vivre avec ses patients.
Il y a peu de prise de position des syndicats ou des associations professionnelles sur les pratiques en ligne. Là aussi, c'est une grande différence avec le monde anglo-saxon. Aux États-Unis, pratiquement toutes les associations de psychothérapeutes ou de counselors dans tous les États américains ont publié des recommandations de bonnes pratiques. C'est vrai aussi pour l'Australie, c'est vrai pour la Nouvelle-Zélande, c'est vrai pour l'Angleterre. Enfin, on peut faire tout le Commonwealth, on trouvera des, sauf l'Afrique. On trouvera des recommandations de bonnes pratiques. En France, on en a peu. Je pense que ça tient à notre culture professionnelle et puis aussi à notre culture tout court. On n'aime vraiment pas le mot recommandation quand on est français. Hein. Il suffit de mettre 3 Français dans une pièce et de parler de recommandations. Vous avez une guerre qui va durer pendant quelques années. Je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que ces recommandations de bonnes pratiques, quand elles sont bien construites, permettent vraiment d'améliorer les pratiques cliniques de tout le monde. Et puis enfin, il y a peu d'échanges cliniques scientifiques entre les professionnels. Ça, c'est très probablement le plus grand problème, parce que cela veut dire que chaque professionnel s'avance dans sa pratique un peu sous le manteau, comme si c'était une pratique qui était interdite, transgressive, et ça ouvre vraiment la voie à des fantasmes qui peuvent être intéressants à vivre, mais qui gênent le travail d'élaboration. Le premier fantasme, c'est celui du premier de cordée. Je suis seul, je m'avance dans un champ qui est complètement vierge et je vais le déchiffrer grâce à la puissance de mon travail. Non, ça fait facilement 50 ans que les psychothérapeutes travaillent ces questions, donc c'est un fantasme qui vaut mieux laisser derrière soi. Et puis l'autre est un peu plus compliqué, c'est je fais quelque chose, mais c'est peut-être mal, peut-être que je suis un mauvais thérapeute, ce que les anciens m'ont transmis, la formation que j'ai reçue, je suis en train de l'abîmer en ne pratiquant pas comme mes prédécesseurs ont pratiqué depuis maintenant plusieurs générations. Là, c'est quelque chose qui est problématique et qui gêne l'élaboration parce qu'on a des sentiments de honte ou de culpabilité qui empêchent d'explorer avec le plus de créativité possible les options qui sont ouvertes par la psychothérapie en ligne. La psychothérapie en ligne. Alors, pour être sûr d'être dans les bons clous, pour éviter d'être trop harcelé par son surmoi, de se retrouver dans des situations de culpabilité ou de honte, eh bien, le plus simple est très probablement de suivre les grands codes éthiques et déontologiques de nos professions. Là, pour le coup, que l'on soit pas sénégalais, il n'y a pas de code de déontologie du psychologue sénégalais, j'y vérifie. Mais ça viendra, mais que l'on soit français, belge ou suisse, eh bien, on a tous des codes déontologiques et éthiques qui encadrent nos activités cliniques et qui nous protègent nous et qui protègent nos patients. Alors, généralement, ces codes, ils sont organisés autour de 4 grands principes. Il y a d'abord le respect des droits de la personne, de leur dignité, de leur liberté, de leur protection. Pour ce qui concerne les pratiques en ligne, cela veut dire que le clinicien, le psychothérapeute, va accorder un soin minutieux au consentement éclairé du patient. Il va aussi faire attention à ce que la vie privée du patient ne soit pas exposée et que exposée en ligne ou exposée par les pratiques de communication distante et que la confidentialité des échanges soit tout à fait respectée. Le deuxième principe, c'est le principe de compétence. Le psychologue a des connaissances théoriques qui lui permettent de travailler et le psychologue rafraîchit régulièrement ses connaissances à l'aide de continu. En ligne, cela veut dire que l'on va faire attention d'avoir les compétences suffisantes pour intervenir d'une façon adaptée. Le premier danger, bien sûr, c'est de nuire au patient et d'aggraver sa situation. Ça peut arriver très rapidement. Il suffit que le patient vienne parce qu'il est dans une situation de crise et ce qu'il attend, c'est qu'une intervention adaptée à cette situation de crise. Et le psychothérapeute, lui, ne prend pas en compte cette situation de crise et s'embarque dans une psychothérapie à longue durée. Donc là, il y a un accordage insuffisant entre la demande du patient et puis
l'art professionnel du psychologue, et ça finit généralement mal pour le patient. Le troisième principe, c'est le principe de responsabilité et d'autonomie. Il faut avoir la formation adaptée, il faut veiller à augmenter ses connaissances scientifiques pour pouvoir, en toute responsabilité, en toute autonomie, choisir telle ou telle technique ou tel ou tel type d'intervention. Et enfin, le dernier principe, c'est le principe d'intégrité ou de probité, bien entendu, puisque par définition, les personnes qui viennent nous voir sont des personnes qui sont en situation de fragilité. Eh bien, le devoir du psychologue, c'est de ne pas exploiter la situation, soit financièrement, soit pour avoir des gratifications narcissiques ou sexuelles ou autres encore. Alors, pour mettre en place des psychothérapies en ligne, pour vous aider à vous mettre le pied à l'étrier, j'ai défini quelques principes. Le premier principe, c'est un principe qui permet de savoir de quoi on parle. Hein. Qu'est-ce que c'est que la psychothérapie en ligne? La psychothérapie en ligne, c'est le traitement appliqué par Internet par un psychothérapeute auprès d'un client ou d'un groupe de clients. Alors, je dis client parce que pour deux raisons. La première raison, c'est parce que ça me permet de me rappeler que il y a toujours quelqu'un qui paye la facture. Hein. Il y a le travail que je fais, je le fais parce que quelqu'un me paye pour le faire. Et j'utilise le mot client aussi parce que j'aime bien l'approche rogerienne. Et comme vous savez, c'est Carl Rogers qui utilisait ce terme plutôt que le terme de patient, qui trouvait un peu trop médical. Alors, vous voyez que c'est une définition qui est vraiment très très large. Hein, le traitement appliqué par Internet par un psychothérapeute, ça permet de mettre tous les types de traitements, des traitements psychanalytiques aux traitements TCC. Les techniques de nos collègues systémiciens sont aussi bienvenus. Les thérapeutes familiaux peuvent travailler sur Internet, les thérapeutes de couple, etc. etc. La limite, elle n'est pas dans l'utilisation de telle ou telle technique. La limite, elle est dans la créativité du psychothérapeute qui va pouvoir adapter les fondamentaux de sa technique thérapeutique à ce nouvel environnement qu'est l'Internet. Alors, la psychothérapie en ligne est faite, de faute, est faite par un psychothérapeute. Alors, elle est faite par un psychothérapeute. Alors ça, c'est un principe important parce que, comme vous le savez, dans la plupart des pays, je crois que dans tous les pays occidentaux, le titre de psychothérapeute est maintenant protégé par des dispositions légales. C'est le cas en France, où on a un numéro ADELI qui permet à chacun de vérifier que la personne avec laquelle il parle est bien un psychologue et donc a le titre de psychothérapeute. Et d'après ce que j'ai compris, dans ma discussion avec les collègues mardi dernier, vous avez aussi des dispositions semblables en Belgique avec un site qui permet à chacun de vérifier qu'il est bien face à un psychothérapeute. L'environnement de travail. Le psychothérapeute veille à avoir un environnement de travail compatible avec l'exercice de sa profession. Alors, ce principe d'environnement de travail, il est vraiment très important parce que lorsque vous travaillez en cabinet ou dans une institution, dans un bureau, vous veillez à avoir un environnement de travail qui vous permette de faire le job. Quand vous travaillez plutôt avec de très très jeunes enfants, vous allez avoir des jouets adaptés. Si vous recevez des bébés, vous allez avoir un tapis de sol. Si vous recevez des adolescents, eh bien, il est recommandé d'avoir un ordinateur dans la pièce, etc., etc. Ce travail de préparation est important parce que ça permet à la personne, quand elle arrive dans le cabinet, de se sentir bien accueillie parce qu'elle constate qu'elle a été attendue, qu'il y a eu un effort que le psychothérapeute a prévu que ces patients auront tel ou tel besoin. Alors, pour l'environnement de travail en ligne, c'est pareil. Il y a d'abord tout l'environnement de travail autour
constitué par les objets informatiques. Il faut avoir un ordinateur qui soit suffisamment récent, moins de 3 ans. Moins de 3 ans parce que l'expérience montre que plus de 3 ans, eh bien, l'ordinateur a tendance à devenir à être plutôt lent, à avoir des connexions problématiques, etc., etc. Donc, il vaut mieux avoir un matériel relativement récent. Le type d'appareil importe peu. Il peut s'agir d'un PC, d'un Mac ou d'un Chromebook ou même d'un smartphone. Hein. L'important, c'est d'avoir quelque chose qui marche bien et qui soit encore une fois relativement récent. Et pour ce qui est du budget, il faut compter entre 400 et 1500 euros pour le matériel et une trentaine d'euros par mois pour la connexion Internet. Si vous êtes richissime, vous pouvez mettre bien plus de 1500 euros, mais pour faire de la visioconférence, un ordinateur à 1500 euros suffit largement. Hein. Un ordinateur à 800 euros fera très très bien le job, ou même un Chromebook hein, qui coûte 400 euros. La confidentialité. Alors la confidentialité, c'est vraiment un élément qu'on retrouve dans tous les types de psychothérapie, tout simplement parce que aucune personne ne s'avance dans une aventure psychothérapeutique si elle n'est pas complètement sûre que ce qu'elle dit restera entre le psychothérapeute et lui. Hein. Alors sur Internet, on a là quelque chose qui est différent des situations en face à face, puisque les communications en ligne n'offrent pas le même niveau de confidentialité que les situations en face à face. Et donc le psychothérapeute doit prendre des mesures nécessaires pour diminuer les risques de rupture de la confidentialité. Alors, ce que l'on recommande généralement, c'est d'utiliser des outils spécifiques pour le travail en ligne, c'est-à-dire d'utiliser de verrouiller les sessions de travail lorsqu'on utilise un ordinateur, ou d'utiliser un mot de passe pour verrouiller le smartphone. On recommande aussi d'utiliser des logiciels cryptés, mais ça c'est un peu plus difficile parce que il faut que le patient ait la littératie suffisante pour pouvoir utiliser un logiciel de cryptage de son côté. On peut aussi utiliser des plateformes qui utilisent un certain niveau de cryptage. Et bien entendu, il est recommandé d'utiliser des logiciels de protection du système d'exploitation, c'est-à-dire un pare-feu, et puis un antivirus, et de les mettre à jour, parce que si vous avez un antivirus qui n'est pas mis à jour depuis 3 mois, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui se soit infiltré dans votre système. Alors, je vous disais que la confidentialité, elle est problématique sur Internet pour 2 raisons. D'abord, parce que l'on sait que les grandes officines de sécurité des puissances occidentales laissent traîner leurs grandes oreilles sur Internet. On sait de façon certaine que la NSA écoute largement les communications en ligne, et on sait aussi que des entreprises privées partagent les données des personnes qui utilisent leur service. Donc là, on a 2 exemples de rupture de la confidentialité, puis il y a un 3e type qui est dû à l'imprudence de l'utilisateur. Il y a un vieux proverbe de Digibourigène qui dit que le problème est toujours entre le clavier et la chaise, c'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas avec l'informatique, c'est que l'opérateur humain a fait un problème, a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors c'est un vrai proverbe de Digibourigène. Vous savez que les Digibourigènes, ils ont une passion pour le code, et donc ils sont prêts à tout pardonner au code, et au contraire à charger la mule du côté de l'utilisateur humain. Mais ça reste vrai en partie, et ça reste aussi vrai pour les psychothérapies en ligne, parce que la confidentialité d'un échange peut être rompue si, par exemple, le client transfère par erreur un mail à la mauvaise personne, ou tout simplement parce que lorsque vous avez des échanges avec
un logiciel comme Skype, vous avez l'historique des appels. Et si quelqu'un d'autre accède à l'ordinateur du client, eh bien, il pourra constater que Monsieur Leroux, par exemple, appelle une fois par semaine la personne à telle heure, et en tapant mon nom sur Google, il se rendra vite compte que Monsieur Leroux est psychothérapeute. Donc, dans certaines situations, ça peut ajouter des problèmes aux clients. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments-là et en discuter préalablement avec la personne qui souhaite une intervention psychothérapeutique en ligne. Le consentement éclairé, ça permet de répondre aux difficultés portées par les éventuelles ruptures de confidentialité, hein, puisque le psychothérapeute s'assure du consentement du client en lui exposant les avantages et les inconvénients des interventions en ligne. C'est-à-dire qu'il va, bien, les avantages, le patient en est tout à fait convaincu, hein, le psychothérapeute est plus facilement accessible, on peut lui envoyer des messages qu'il lira à un moment ou un autre, mais pour les inconvénients, eh bien, il y a cette question de confidentialité qui est tout à fait à discuter. Et puis, il y a aussi à voir avec le patient les dispositions à prendre si le système de communication en ligne sur lequel on s'était accordé ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment s'assurer que le client possède les compétences techniques nécessaires pour garantir la confidentialité des échanges et puis pour tout simplement utiliser d'une façon fluide, transparente, le dispositif de communication. Si vous avez en ligne quelqu'un qui est plus angoissé par la bonne utilisation du logiciel de communication que par sa situation personnelle, eh bien, vous allez plus travailler comme un hotliner qui explique comment fonctionne un logiciel de communication que comme un psychothérapeute. Alors, pure player, la question s'est posée, je vous disais que dans les années 2000, les collègues américains de l'International Society for Mental Health Online avaient beaucoup réfléchi sur les pratiques en ligne et ils s'étaient demandé s'il était possible d'avoir des pratiques 100% en ligne. Dans les années 2000, ça leur semblait un peu hasardeux et ils avaient pris deux mesures pour répondre aux difficultés. La première, c'était de prévoir avec le patient un plan B pour une situation de crise. Si par exemple la personne décompense sur un versant psychotique, eh bien, il faut prévoir un contact avec quelqu'un qui pourra prendre le relais et puis hospitaliser la personne si elle en a besoin. Hein. Donc je vous disais deux, mais en fait non, c'était le seul garde-fou. Le second garde-fou, c'était de se dire que il fallait régulièrement recevoir le patient au cabinet pour que le patient ne s'enferme pas dans un monde qui était perçu à l'époque comme un monde 100% virtuel. Alors les choses ont un peu changé aujourd'hui puisque l'expérience montre que l'on peut avoir une psychothérapie 100% en ligne. C'est banalement, dans mon expérience, le cas lorsque la personne est dans une situation d'expatriation. Il arrive assez souvent que les gens qui vivent dans un pays étranger souhaitent faire une psychothérapie dans la langue de leur pays d'origine, dans leur langue maternelle. Et il arrive aussi assez souvent que quand ils sont au Ghana ou en Nouvelle-Zélande, eh bien, il n'y ait pas de psychothérapeute français sous la main. Et donc, dans ce cas-là, la psychothérapie en ligne est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Il y a un autre domaine dans lequel les techniques en ligne ont été utilisées sans ou presque sans réunion en face à face, c'est le domaine de la formation. Les psychothérapeutes de groupe ont été formés principalement par Internet
dans les années 2000-2010, c'était des psychothérapeutes qui venaient de l'Europe de l'Est, enfin qui venaient et qui étaient des psychothérapeutes roumains, enfin dans ce coin du monde. Et puis les psychanalystes de l'IPA ont formé plusieurs groupes de psychothérapeutes d'enfants en s'appuyant principalement sur des techniques de communication distante en utilisant Skype. Oui, alors, le principe 7, des interventions adaptées. Le psychothérapeute évalue l'intervention la plus adaptée pour son client. Les interventions en ligne peuvent être utilisées dans le cadre d'une aide psychologique d'urgence, par exemple. Ça a été particulièrement le cas en Chine, puisque c'est ce type d'aide que les psychologues et les psychothérapeutes chinois ont apporté à leurs compatriotes dans le cadre d'une intervention de crise. Et puis, bien entendu, on peut utiliser les dispositifs en ligne dans le cadre d'un traitement psychothérapeutique, court ou long. Comme je vous disais tout à l'heure, la limite, c'est pas la technique psychothérapeutique, c'est la capacité du psychothérapeute à s'adapter au dispositif de communication, et il ne peut le faire que s'il est suffisamment à l'aise avec le dispositif de communication. Il y a une expression qui est utilisée par René Roussillon, qui est un psychologue psychanalyste français, qui a contribué à théoriser les techniques de médiation dans le cadre de traitement psychothérapeutique. Eh bien, Roussillon dit que pour utiliser un médiateur, il faut être amoureux du médiateur. Eh bien, pour utiliser un dispositif de communication en ligne, il faut, je crois, être suffisamment amoureux de l'Internet, suffisamment amoureux des communications distantes pour pouvoir ne pas être trop pris de ressentiment quand ces dispositifs ne vont pas fonctionner. Parce qu'il y a toujours un moment où Skype ne va pas marcher, où le patient va essayer d'appeler et puis vous ne pourrez pas répondre, Dieu seul sait pourquoi, etc., etc. Tout ça, ça suscite des émotions qui sont extrêmement fortes, ça réveille des fantasmes qui sont qui peuvent être très archaïques, et pour éviter de faire payer la note aux patients, il faut, je crois, suffisamment aimer l'Internet avec tous ses défauts. Alors, des connaissances de l'environnement numérique, le psychothérapeute a une bonne connaissance des effets des dispositifs en ligne sur la communication. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui importe. C'est quelque chose que l'on fait, encore une fois, de façon très naturelle quand on est dans son cabinet. On connaît par cœur la disposition des objets. On sait pourquoi on a mis telle image sur tel mur. On aime bien regarder telle fissure dans le mur, et on sait que quand on prête attention à tel ou tel aspect de l'environnement, c'est probablement en résonance à ce qui se passe dans l'interaction avec le patient. On sait que si on a mis une belle image de je ne sais pas trop quoi, on sait que dans les premiers temps des rendez-vous, eh bien, les gens, les clients vont s'intéresser à cette image. Je pense par exemple, dans mon bureau, quand je travaillais au CMPP, j'avais une télévision et une PlayStation. Et quand les adolescents rentraient ou même les enfants rentraient dans le bureau, je savais qu'ils avaient vu, la première chose qu'ils voyaient, c'était la télévision et puis la console PlayStation. Et en fonction des enfants, de leur mode de fonctionnement, eh bien, on pouvait voir les différents mécanismes de défense qui étaient utilisés, ou l'absence de mécanismes de défense ou de mécanismes de freinage. Il y a des enfants qui tournaient le dos à la console, qui faisaient semblant de ne pas la voir, des enfants qui se précipitaient dessus, qui faisaient semblant de ne pas savoir que c'était ma console et que j'avais mon mot à dire, etc. etc. Bien sûr, sur Internet, en ce qui concerne les communications distantes, il faut aussi avoir une bonne connaissance de l'environnement que l'on présente aux patients, parce que cet environnement,
j'allais dire, il va réagir. Il ne réagit pas à ce qui se passe entre des protagonistes, pas encore, hein, on n'est pas encore dans la science-fiction, mais en tout cas, il se passe toujours quelque chose sur ces dispositifs de communication, hein. Et même quand il ne se passe rien, tout le monde est étonné. On se dit, waouh, comment ça se fait que la communication, elle est si bonne aujourd'hui, hein. Donc, il y a une espèce de bruit de fond de l'Internet qui peut être utilisé par le patient pour transmettre des éléments qui tiennent à son expérience interne. Donc, il faut avoir une oreille qui traîne de ce côté-là pour pouvoir l'entendre. Il faut aussi des connaissances de l'environnement numérique pour pouvoir proposer des plans B quand quelque chose ne marche pas, hein. Il y a une séance qui est prévue un matin à 10 heures sur tel dispositif. Le dispositif ne marche pas. Le plan B ne marche pas non plus. Mais qu'est-ce qu'on fait, hein, si la personne, si le psychothérapeute a en tête suffisamment de dispositifs de communication, il pourra proposer un plan C ou faire quelque chose de cet échec. S'il n'a pas une connaissance suffisante, il va être pris par des choses qui vont l'empêcher de faire son travail. Il va être pris d'anxiété ou de culpabilité. J'ai encore perdu mon patient, on n'arrive pas à communiquer, je fais les choses de façon tout à fait insuffisante, etc., etc. On peut se protéger de ça en ayant une bonne connaissance du numérique et puis de sa culture. Sur les connaissances de l'environnement numérique, 2 mots, hein. C'est important parce que, pour ça j'y pense en voyant la référence que j'avais mise, Nancy Bain, en ligne, les communications ne sont pas exactement de la même façon, ne fonctionnent pas de la même façon que hors ligne. Et il y a une capacité de divulgation de soi qui est beaucoup plus grande en ligne que hors ligne. Dans les entretiens préliminaires avec les clients, souvent les choses sont midites, systématiquement elles sont midites. D'une part parce qu'il faut bien que la personne sache à quel psychologue elle a affaire, donc elle a raison d'être prudente, et puis il y a une part de sa démarche qui lui échappe, qui est inconsciente. Lorsque la personne fait ce premier pas en utilisant le mail ou en utilisant Skype, eh bien, les choses vont beaucoup plus vite, hein. On arrive très rapidement à un niveau de divulgation de soi de la part du client qui tarde à venir quand on le compare avec la situation de face à face. Il y a aussi le fait, à côté de cette facilitation de l'expression, il y a aussi le fait que les dispositifs de communication permettent de communiquer à des niveaux un peu plus régressifs. Vous avez par exemple l'utilisation de smiley qui n'arrive jamais à n'importe quel moment dans la communication en ligne. Vous avez des moments où le patient communique en images pour vous exprimer de façon plus précise ce qu'il veut dire. Il y a des moments où il renonce à vous expliquer ce qu'il a à dire en utilisant des mots et il vous montre directement la chose dont il est en train de parler. Banalement, plutôt que de vous dire que son jardin est de toute beauté parce que c'est le printemps, eh bien, il prend la webcam et puis il vous montre le jardin. Donc, voilà, sont des éléments auxquels il faut être attentif parce que ce sont des éléments qui sont cliniques en fait. Ils ne sont pas à comprendre uniquement comme un mouvement de résistance par rapport au psychothérapeute ou à la psychothérapie. C'est même plutôt le contraire, je pense. Alors, le cadre du traitement. Le psychothérapeute précise au client le cadre du traitement en ligne et je recommande de faire attention aux éléments suivants. D'abord, préciser quel type de communication on va utiliser. Alors, il y a au moins 2 écoles là-dessus. Il y a des psychothérapeutes qui disent moi, j'utilise tel dispositif de communication, vous pourrez le télécharger à tel endroit, et puis on se retrouve tel jour, telle heure. Je préfère, moi, utiliser les dispositifs de communication que la personne utilise habituellement, hein. Mon idée, c'est que l'intervention psychothérapeutique, elle doit modifier le moins possible l'écologie du patient, hein. Sauf en ce qui concerne les difficultés qu'il amène, hein. Mais si vous l'obligez à utiliser un dispositif de communication qu'il ne connaît absolument
que c'est une façon d'ajouter une barrière entre vous et lui, en fait, hein, en lui demandant de faire des apprentissages supplémentaires. Le but du jeu, surtout au début des psychothérapies, c'est que cette barrière soit la plus basse possible pour qu'il puisse très rapidement investir le psychothérapeute et puis l'utiliser. Donc, préciser le dispositif de communication, ça veut dire dans mon esprit, prendre le temps de discuter avec la personne des dispositifs qu'il connaît et quel dispositif lui semble être le plus adapté. Le prix d'une séance et les moyens de paiement sont indiqués. Bien évidemment, ce serait jouer un mauvais tour au client que de lui dire après 3 ou 4 séances, au fait, je vous avais pas dit, mais le prix d'une de mes séances est de 150 € et ça fait, vous me devez tant. Hein. Il faut préciser le prix d'une séance avant le début du traitement et il faut avoir l'accord plein et entier de la personne avant de commencer. Il y a à préciser les moyens de paiement. Le plus simple, c'est le virement bancaire, mais il y a d'autres moyens comme PayPal ou tout un ensemble de services de paiement en ligne. Et puis, il y a à donner une procédure alternative en cas de rupture de la communication. Ça, pour moi, ça fait vraiment partie du cadre du traitement parce que ça évite aux patients et aux psychothérapeutes de vivre des angoisses d'abandon qui sont trop importantes. Lorsque vous avez quelqu'un qui essaie de vous appeler et que votre bouton décrocher ne marche pas sur votre smartphone ou que vous êtes en train de cliquer sur le bouton avec votre souris si vous êtes sur un ordinateur, ça fait vivre des choses qui sont vraiment pas sympathiques du tout. Hein. Et c'est pas sympathique du côté du psychothérapeute, du côté du client, c'est complètement catastrophique. Hein. Le fait d'appeler et de ne pas trouver de réponse, ça laisse les personnes dans un désarroi qui est total. Alors c'est un désarroi qui va être vécu en fonction de leur météorologie personnelle. Ceux qui ont des angoisses abandonniques vont se dire, ben voilà, encore une fois, ils préfèrent peut-être prendre c'est bien la preuve qu'ils préfèrent prendre un autre patient plutôt que moi. Ceux qui sont dans des dispositions qui sont un peu plus paranoïques vont imaginer que tout ça, c'est un plan secret du psychothérapeute pour lui nuire, etc., etc. En tout cas, c'est jamais quelque chose qui est positif. Enfin, donc il faut éviter ça en donnant un plan B au patient. Et puis l'ultime plan B, c'est finalement le téléphone. Hein. Si rien ne marche, ben, on s'appelle au téléphone et puis on voit ce qu'on fait. Hein, ou on bascule sur quelque chose qui est uniquement sonore en utilisant une communication téléphonique, où on se dit que la séance est manquée et donc on passe à la semaine suivante. Les références du psychothérapeute sont données. C'est très important que chaque psychothérapeute soit situé dans sa pratique. Il est tout à fait utile de dire quel diplôme on a, quelle formation on a, en quoi est-ce que l'on pense être compétent, pour que le client se fasse une idée un peu précise de la personne avec laquelle il parle. De mon expérience, c'est pas quelque chose qui va être, c'est pas quelque chose qui faire, hein, puisque par définition, le transfert c'est quelque chose qui est complètement automatique. Donc quoi que vous fassiez, le transfert va être effectif. Mais là, ça facilite le travail du client parce que il est à peu près sûr de cette manière-là d'être en lien avec quelqu'un qui est compétent. Et puis, c'est aussi l'occasion, si vous travaillez dans une institution, de vous situer par rapport à une institution. Ça peut être intéressant que sur le site de vos institutions, les noms des professionnels soient affichés avec une petite image, leur diplôme, et puis une brève présentation qui peut être écrite par chaque professionnel sur sa manière d'aborder le travail psychothérapeutique. Ça permet vraiment aux personnes de se former des idées des professionnels avec lesquels ils sont en contact et de se former une idée du groupe institutionnel avec lequel les psychothérapeutes qu'ils consultent sont en contact. Le paiement, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours quelqu'un qui paye la facture à la fin du mois. Il y a de nombreux moyens de paiement en ligne. Il y a certains collègues qui recommandent, à ce que
la personne paye avant le début de la séance. Je suis complètement contre ce type de disposition. Au cabinet, les personnes payent une fois que la séance est terminée. Donc, je ne comprends pas bien pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il en soit autrement en ligne. En fait, si je comprends ce que les collègues disent, c'est que en fait, ça leur permet d'éviter les abandons intempestifs. Hein. Ma compréhension de ce système, c'est que c'est un mécanisme de retaliation qui permet aux psychologues, aux professionnels de se venger des abandons qu'il risque de subir au cours de son travail. Je pense que c'est notre job en fait de faire avec les positions abandonniques des patients, et c'est à nous de construire une relation qui est suffisamment solide pour que ces abandons ne se répètent pas trop. Bon, on ne peut pas toujours le faire, hein, quel que soit le talent du psychothérapeute, vous n'êtes pas à l'abri d'être abandonné par un ou deux patients, mais je pense qu'il faut mettre ça dans la rubrique perte et profit, et éviter de faire payer par avance la personne. Une autre critique de ce système, c'est que ça met la psychothérapie sur le même plan que le premier service en ligne venu. Quand vous êtes sur Amazon, vous achetez bien évidemment par avance, que vous livre après. Hein, parce que le service psychothérapeutique, c'est un service qui n'est pas un service comme les autres. Donc, je préférerais que la personne paye après le rendez-vous. Les cliniques en ligne, alors c'est quelque chose qu'on a vu arriver après les années 2000. Il y a des entrepreneurs qui se sont dit, bon ben voilà, on a des psychothérapeutes d'un côté, on a des patients de l'autre. C'est un très bon exemple de business to business. On va construire des sites qui permettent aux psychothérapeutes de rencontrer des patients. Ces cliniques en ligne fonctionnent comme des réseaux sociaux en fait. Hein, chaque professionnel ouvre un compte dans lequel il peut faire la publicité de ses services. Il dit qui il est, d'où il vient, ce qu'il est capable de traiter. On peut trouver les psychothérapeutes par mots-clés. Si vous avez un TOC, eh bien vous tapez TOC et vous verrez apparaître tous les psychothérapeutes qui disent qu'ils sont capables de traiter ce type de troubles. Vous pouvez trier les psychothérapeutes par technique. Si vous cherchez quelqu'un qui est plus du côté de la psychanalyse, eh bien vous pourrez l'afficher par prix, etc., etc. Donc côté client, ça permet vraiment de trier les différentes offres qui sont faites par les professionnels. Certains sites permettent aussi aux clients de commenter, en disant « Oh là là, j'ai vu le docteur machin, il m'a beaucoup aidé, son approche est très humaniste, etc. etc. » Vous pouvez laisser un commentaire, mettre des étoiles, etc. etc. Donc, très clairement, là, pour le coup, ça met les psychothérapeutes du côté des services marchands, ce qui peut être une difficulté. Il y a un avantage quand même, il y a des cliniques en ligne qui proposent des messageries et des systèmes de visioconférence qui sont sécurisés. Il est, de mon point de vue, de la responsabilité du psychothérapeute de s'assurer que le niveau de sécurité offert par le service est suffisant. Ça, c'est à lui de le faire auprès de l'hébergeur. Pour l'instant, ces cliniques en ligne sont surtout des cliniques qui sont gérées par des entrepreneurs. Je pense que c'est très intéressant d'avoir des institutions qui présentent sur Internet leurs équipes, parce que ça permettrait au public d'être un peu plus à jour
du travail des uns et des autres. Hein. C'est quand même assez frappant de constater qu'en 2020, il y a encore beaucoup de monde qui ne savent pas quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre, par exemple. Hein. Donc c'est l'occasion pour nos institutions d'apporter de la documentation sur ce point, d'expliquer c'est quoi le travail d'un psychomotricien, d'un ergothérapeute, etc., etc. Hein. Et puis encore une fois de présenter le travail institutionnel qui est fait auprès des personnes qui le reçoivent. Donc voilà, 11 principes qui, je pense, peuvent faciliter votre plongeon dans les mondes numériques. Il faudrait peut-être en mettre un 12e, ou oui, un 12e, mais c'est le préalable. Je pense que ce dont vous avez vraiment besoin au départ, c'est d'être à peu près tranquille avec ce type d'expérimentation. Vous avez déjà une expérience clinique qui est plus ou moins longue. Ça vous permet, ça vous donne une table d'orientation qui vous permettra, je pense, de vous orienter dans les psychothérapies en ligne. Et puis la dernière chose qui peut vous aider, c'est très probablement le fait de vous rapprocher de quelqu'un qui a déjà l'expérience de ce type de pratique pour pouvoir faire de la régulation. Et si vous n'en avez pas immédiatement sous la main, vous rapprocher de quelqu'un qui a suffisamment d'expérience dans le travail de supervision et qui est suffisamment amoureux ou curieux des mondes numériques pour pouvoir vous accompagner dans vos premiers pas de psychothérapeute en ligne. Donc voilà ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui, et je vous propose maintenant qu'on discute un peu en voyant les questions que vous avez pu laisser sur le bavardoir, comme disent nos amis québécois. Oui, Yann, un grand merci. On a effectivement pas mal de questions, donc si tu sais regarder. Alors, une première question de Anonyme. Y a-t-il une application ou un logiciel à préférer pour la psychotéléconsultation? Alors, comme je vous disais, là, on a deux options. Ou on part sur quelque chose que le patient maîtrise déjà parfaitement pour lui faciliter le travail de liaison avec le psychothérapeute. Donc, s'il utilise banalement WhatsApp, on part sur du WhatsApp. S'il utilise Skype, on part sur du Skype. S'il ne sait rien de tout ça, eh bien, on peut lui proposer une autre option. À ma connaissance, pour l'instant, le logiciel le plus sécurisé s'appelle Signal, puisqu'il est utilisé par, à chaque fois j'oublie son nom, Snowden. Voilà, Snowden utilise Signal pour discuter avec les journalistes. S'il se sent à l'abri derrière Signal par rapport au service de renseignement américain, je pense qu'un psychothérapeute peut tout à fait aussi l'utiliser. Ah oui, on peut même mettre des pouces pour valider les questions et dire qu'on est intéressé. Alors, Marc Malampré nous dit que la commission des psychologues, dans ses recommandations, indique que WhatsApp, Messenger, Skype ou Telegram sont interdites dans certains pays pour une utilisation de téléconsultation. Qu'en pensez-vous? WhatsApp n'est-elle pas sécurisée? Et quelle application ou logiciel pouvez-vous nous conseiller? Alors, Signal, bon choix. J'ai pas eu connaissance d'interdiction. Moi, je me base surtout sur ce que les Américains font, parce que derrière chaque psychothérapeute américain, vous avez un ou deux avocats. Et les Américains ont une obligation de garantir la confidentialité des échanges avec leurs clients, comme nous, hein. Mais ils sont beaucoup plus sourcilleux à cet aspect-là, parce que s'il y a une plainte d'un patient parce qu'il y a une rupture de la confidentialité, eh bien leur licence professionnelle peut être annulée et ils peuvent payer des amendes qui sont vraiment très très importantes. Donc, lorsque les recommandations des psychologues américains, lorsque dans leurs recommandations, les psychologues américains disent que Skype, ça leur semble tout à fait possible à utiliser, ça me va à peu près. Hein. Même si, encore une fois, je n'ignore pas qu'il y ait des problèmes potentiels de fuite de confidentialité avec ces dispositifs-là.
Espérance Delvaux souhaite des recommandations en matière de logiciels de communication, logiciels sécurisés, ergonomiques et d'accès gratuit. Signal, encore une fois, ce qui me semble être un bon choix. Oui, c'est même le meilleur, donc ouais, il vaut mieux en rester là. Alors, pourra-t-on avoir une copie des slides? Oui, dès que je supprimerai le i qui s'est glissé en trop, je redonnerai une copie à Pascal Minotte et puis il pourra vous la faire parvenir. Comment parvenir à maintenir un espace bien délimité pour des consultations avec des enfants adolescents, par exemple? Il est fréquent que les parents mettent le haut-parleur, par exemple, alors qu'auparavant, un travail de délimitation des espaces a été fait. Eh bien là, je pense que c'est formidable que ça se fasse comme ça, parce que ça permet aux psychothérapeutes de bosser, en fait. L'intérêt des dispositifs, c'est qu'ils cadrent un certain aspect de la réalité psychique. Et des choses qui n'étaient pas accessibles aux psychothérapeutes dans les discussions en face à face au cabinet vont apparaître de façon flagrante en consultation. Et là, ces exemples d'empiètement, ils sont à travailler avec d'un côté l'adolescent et puis de l'autre avec le psychothérapeute. Ils sont à travailler avec le parent. Il y a à essayer de comprendre avec le parent pourquoi est-ce qu'il a besoin de mettre le haut-parleur, qu'est-ce qu'il essaie d'entendre. Peut-être que c'est tout simplement un souhait d'être en contact avec le psychothérapeute de la même manière que son enfant est en contact avec le psychothérapeute. Pour certains parents, ça suscite des mouvements de jalousie qui sont assez intenses. Ils n'ont pas été, eux, écoutés quand ils étaient enfants, et donc ils vivent avec un peu d'amertume et de jalousie que leur enfant bénéficie d'une écoute d'une si grande qualité. Donc je pense que c'est à voir avec les personnes pour essayer de comprendre quelle anxiété préside à ce type de comportement et pour arriver à diminuer l'anxiété et ensuite, bien évidemment, à ce que ce comportement se produise moins souvent. Fabrice nous dit que on sait que le non-verbal apporte énormément d'éléments sur le patient lors d'une rencontre en face à face. Ne perd-on pas une richesse importante du... Alors, il y a des choses qu'on perd avec la consultation en ligne, et il y a des choses qu'on gagne. De la même manière que il y a des choses que l'on gagne en consultation face à face, mais il y a des choses que l'on n'a pas et que l'on ne peut avoir qu'en ligne ou qu'au téléphone. Le face à face, c'est pas le gold standard qui vous donne accès à toute l'information clinique. Ça vous donne un certain type d'informations et d'autres vous sont complètement cachées. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner, les consultations en face à face? Ça donne déjà la manière dont le patient va cadrer un certain aspect de sa réalité. Comment est-ce qu'il se montre? Par exemple, qu'est-ce qu'il met derrière lui? Dans les recommandations de l'IPA, ou de l'ASPP, je crois, l'ASPP, la Société psychanalytique de Paris, eh bien, les collègues psychanalystes disent il faut demander au patient à ce qu'il ait un mur blanc derrière lui. Mais surtout pas. Non, demandez rien au patient, laissez-le faire. Et voyez comment il cadre les choses. Qu'est-ce qu'il met derrière lui? Parce que cet arrière-plan, bien sûr, c'est un arrière-plan inconscient et il y a un message qu'il essaie de vous faire passer. Si vous arrivez avec vos gros sabots et que vous dites moi, il me faut un mur tout blanc, vous le privez d'une certaine liberté. Donc, ce que la psychothérapie en ligne va apporter, c'est comment le patient va cadrer la réalité. Il y a des patients qui se mettent en contre-plongée. J'ai fait une psychothérapie en ligne que j'ai trouvée très, très éprouvante parce que le patient se filmait toujours en contre-plongée. Ça lui donnait un air d'une arrogance totale et il était d'un mépris par rapport par rapport à ses collègues, aux relations. Enfin, c'était vraiment tout à fait insupportable. Et ce qui était insupportable contre-transférentiellement, c'est d'être dans la situation d'un enfant écrasé par un parent qui n'est là que pour vous juger et pour vous humilier. Et sans trop de surprise, ce type de parent, on l'a retrouvé aussi dans la biographie du patient. Donc,
la manière dont les gens se filment est vraiment tout à fait importante. La psychothérapie en ligne avec la webcam permet aussi de voir des choses que vous ne pouvez pas voir en face à face, ou alors vous avez 12 dixièmes aux deux yeux. Vous pouvez voir la carnation de la peau, vous pouvez voir comment les émotions modifient la carnation de la peau. Vous avez des moments où le patient devient tout blanc, et là, franchement, ça vous apparaît de façon flagrante. Et des fois, c'est en accord avec ce qu'il est en train de dire, mais des fois, en fait, c'est juste un mécanisme de barrage total et il garde l'émotion pour lui. Hein. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. En dehors du visuel, il y a aussi les manières d'écrire qui sont tout à fait importantes. Vous pouvez voir apparaître pas des dysgraphies, mais des dyslexies qui sont tout à fait importantes et qui sont cachées, simplement parce que les gens vous parlent et que la dyslexie, par définition, ne va pas apparaître dans la discussion. L'utilisation de smiley ou le refus d'utilisation de smiley des images apporte des éléments cliniques qui sont tout à fait intéressants. Hein. Donc, les éléments non verbaux, vous allez les retrouver en ligne. Il faut juste essayer de placer son regard au bon endroit. Alors, quitte les autres médias thérapeutiques, les autres outils thérapeutiques, les objets flottants, les dessins, les choses qu'on peut demander, etc., etc. Alors, objets flottants, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas très bien compris ce que c'était, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Pour les dessins, bien sûr qu'ils sont bienvenus. La personne est tout à fait libre de dessiner pendant la séance ou avant ou après et vous transmettre ce qu'elle a dessiné en prenant une photo, en le scannant et des choses comme ça. Hein. C'est la même chose pour les génogrammes. Il y a même des dispositifs en ligne qui permettent de faire des génogrammes à plusieurs ou les lignes de temps. Alors moi j'ai utilisé les lignes de temps en psychothérapie avec des adolescents, pas en psychothérapie en ligne, en face à face. Là pour le coup c'était en côte à côte et c'était vraiment des moments thérapeutiques très importants parce que ça permettait aux psychothérapeutes de mieux comprendre l'histoire du patient et ça permettait au patient de mettre de l'ordre dans son histoire. Hein. Donc ce sont des outils qui sont très très puissants et ils peuvent être utilisés en ligne comme hors ligne. Alors Anonymous nous dit que le début de sa question n'a pas été enregistré. Ça, c'est les dispositifs, ils ont une avidité orale qui est terrible des fois. Mais du coup, il revient et il nous dit, au niveau du contenu, je suppose qu'il s'agit surtout de communication verbale ou écrite. Alors du coup, je ne sais plus quel Anonymous c'est, parce qu'on a plusieurs Anonymous. Si c'est par rapport aux messages non verbaux, non, en fait, je ne comprends pas la question. Donc, il faut essayer de revenir. Vous pouvez reposer la question autrement pour que je puisse la comprendre. Alors, bonjour et merci avec un smiley. Ah, sympa. Question au sujet des moyens comme l'hypnose, quitte de l'hypnose en ligne. Alors là, grande inconnue, c'est un domaine que je ne connais absolument pas. Par contre, je sais qu'il y a un collègue qui pratique l'hypnose et qui a écrit un texte de recommandation sur l'hypnose en ligne que j'ai pas lu. Le collègue s'appelle Anton Bioid et je pense que vous le trouverez facilement en ligne. Peut-on dire que les limites de l'intervention psychothérapeutique en ligne sont celles que se mettront le psy, compte tenu de principes, bien sûr, comme ceux du code déontologique et des codes éthiques? Oui, je suis tout à fait d'accord. Là, il y a vraiment un espace à explorer et il est aussi grand que la créativité dont on pourra faire preuve. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas investir cet espace et puis s'y montrer créatif. Hein. Il faut juste le faire. Faire des expérimentations en prenant comme précaution de respecter les principes éthiques et déontologiques de notre profession. Et puis, il y a l'autre garde-fou, c'est documenter ce que l'on fait,
publier, écrire un article pour aller au-devant de la communauté des psychothérapeutes et dire, écoutez, voilà mon expérience, voilà ce que j'ai essayé de faire, voilà les résultats que cela a donné, voilà la direction vers laquelle je souhaiterais aller, et je suis ouvert à tout commentaire. Et en pratiquant comme ça, on aura vraiment des pratiques cliniques qui vont être améliorées parce que l'ensemble de la communauté des psychothérapeutes va discuter d'article en article sur les différentes techniques thérapeutiques ou expérimentations qui sont faites en ligne. Alors, je le dis pour les thérapies en ligne, hein, mais c'est bien évidemment valable aussi pour les thérapies tout court. On manque vraiment de textes de psychothérapeutes en français qui expliquent en long, en large et en travers pourquoi le psychodrame c'est intéressant, pourquoi la psychothérapie psychanalytique de la phobie est intéressante, efficace, etc., etc. Quelle application utiliser pour une sécurité maximale? J'utilise Whereby depuis une semaine. Alors, je ne connais pas Whereby, j'irai voir. Mais encore une fois, sécurité maximale Signal, hein, tout en gardant en tête qu'elle ne pourra jamais être totale parce que il suffit par exemple qu'une personne qui utilise Signal avec vous perde son smartphone, que le smartphone ne soit pas protégé par un code PIN ou un code personnel, et puis s'il est volé ou perdu, l'utilisateur suivant peut ouvrir un Signal et lire les conversations, avoir au moins l'historique des appels entrants et sortants, et s'il y a des messages qui sont échangés, lire l'entièreté des messages. Ça, par définition, ça ne peut pas arriver au cabinet du psychologue. Alors, faites-vous uniquement de la consultation en ligne? Si oui, pour quelles raisons privilégiez-vous cet outil? Et sinon, dans quel cas proposez-vous la thérapie en ligne? Alors, je ne fais pas uniquement de la thérapie en ligne, puisque je reçois les gens à mon cabinet, et je propose l'outil lorsque il n'est plus possible pour le patient de venir me voir au cabinet. Dans le cas où la psychothérapie a commencé au cabinet et qu'il y a quelque chose qui est imprévu, hein, plutôt que de se dire, comme on se disait au bon vieux temps des années 70, écoutez, rappelez-moi quand vous irez mieux, eh bien, on peut proposer à la personne d'utiliser un dispositif de communication en ligne. C'est une proposition, bien entendu, la personne peut dire non, je préfère attendre, je préfère les rendez-vous au cabinet, et ça me va tout à fait. Les autres utilisations, elles sont avec des personnes qui sont vraiment très, très distantes. Mais je crois que ça, c'est quelque chose qui tient à la personne que je suis. J'ai pas mal de patients qui sont des expatriés, et j'aime bien me définir moi-même comme un expatrié dans mon propre pays, parce que j'ai grandi au Sénégal, je suis venu en France assez tardivement, donc ça m'est plus facile de comprendre la situation des Français qui sont en situation d'expatriation, parce que je fais un travail de traduction presque quotidien de ma propre culture, du fait de mon histoire. Donc voilà, pour répondre aux propositions, aux indications de la psychothérapie en ligne. Alors, vous avez parlé de bruit de fond de l'Internet. Pouvez-vous donner des exemples? Alors oui, Skype, c'est excellent pour les bruits de fond. Vous commencez une séance, tout se passe bien, et d'un seul coup, ça fait clic, et vous avez un bourdonnement, et vous n'entendez plus rien. Ou alors, l'image se distord. Ou le grand classique, c'est le freeze. Le patient vous parle, et puis son image se gèle, et il continue à vous parler. Ou alors, son image se gèle, et puis vous n'avez plus le son. Et donc, alors qu'est-ce que vous faites? Vous attendez jusqu'à ce que les anxiétés soient tellement intolérables que finalement vous passez à l'acte, vous raccrochez, et après il y a l'autre question qui rappelle l'autre. Comment est-ce qu'on fait, hein? Donc c'est ça que j'appelle les bruits de fond de l'Internet, parce que l'expérience montre que le patient, surtout quand on lui encourage au début, il a toujours quelque chose à dire sur ces bruits de fond. Vous avez la plaisanterie classique, ah bah bien sûr, hein, tout ça on est espionné par la NSA. Hein, et comme tous les
comme toutes les plaisanteries, il y a un fond de vérité. Alors c'est vrai que la NSA écoute, ça c'est vrai, c'est pas sûr qu'elle écoute les conversations de Yann Leroux et de ses patients, mais elle écoute largement. L'autre fond de vérité, c'est le fait que dans une situation d'incertitude et d'anxiété, le patient a tendance à utiliser une projection qui est paranoïaque. Donc, dans votre tête de psychothérapeute, ça fait ting, et puis vous attendez de voir s'il y a d'autres situations où ce mécanisme-là est utilisé de façon préférentielle, et ça vous permet de vous construire un portrait psychologique un peu plus précis. Vous avez des personnes qui sont très dépendantes et qui attendent que vous leur expliquiez pourquoi est-ce qu'Internet ne marche pas. Un autre type de réaction, c'est de se dire que ce qui a été échangé est tellement important, tellement lourd que ça a cassé l'Internet. Toujours dit sous le coup de la plaisanterie, et c'est toujours très amusant, mais là encore, il y a toujours un fond de vérité. L'idée, c'est que c'est une inquiétude par rapport au contenant, en fait. Par rapport au contenant Internet, d'accord, encore que tout le monde sait qu'Internet peut contenir beaucoup de choses, mais ce qui est traduit là, à l'intérieur de l'interprétation de ce bruit de fond, c'est une inquiétude du patient quant à votre capacité à contenir les choses très importantes qu'il vous a dit. Donc pour le psychothérapeute, c'est le moment de faire du rétropédalage, de se repasser le film des échanges à l'envers et se dire, est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a dit d'important et auquel j'ai pas fait attention? Donc voilà, ces bruits de fond sont gênants, mais c'est en ça qu'ils sont des amis. Les amis sont toujours un peu gênants, donc ils passent dans sont les bons esprits de la psychothérapie en ligne. Je crois que si je dois faire appel à mes ancêtres digiborigènes, je le dirais comme ça. Avez-vous déjà été confronté à gérer des situations de crise d'angoisse, de tétanie, pour lesquelles votre présence physique, votre tactile sont nécessaires? Y a-t-il des recommandations spécifiques dans le cadre de la psychothérapie en ligne? Alors, j'ai déjà eu à gérer des situations de crise avec des personnes qui étaient très mal en point, qui attendait vraiment avec beaucoup d'impatience le moment de la consultation. Mais là, jusqu'à présent, la situation clinique a été un contenant suffisant pour pouvoir amener un peu de calme et les aider à passer par-dessus ce moment de crise. Quand ça me semble vraiment important, je propose un rendez-vous supplémentaire que le patient peut accepter ou refuser, mais s'il accepte, on passe là-dessus. Donc voilà, j'ai géré ces situations de cette manière-là et pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Y a-t-il des recommandations spécifiques dans le cadre de la psychothérapie en ligne? La recommandation spécifique, c'est de voir avec le patient s'il y a une personne qui pourrait être un recours efficace pour ce type de crise intense. Ça peut être, alors si c'est un mineur, ça peut être un parent. Si c'est un adulte, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un autre professionnel. Mais c'est bien de pouvoir avoir ce référent de confiance pour pouvoir l'activer dans les moments de crise que vous décrivez. Une demande précision, pourra-t-on avoir une copie des slides? Oui. Copie des slides, oui. Concernant l'organisation des réunions pluridisciplinaires en ligne, nous utilisons Zoom depuis 15 jours. Y a-t-il des recommandations particulières que vous pourriez faire pour la bonne organisation et conduite de ces réunions, où une partie de l'intime de chacun est sollicitée dans le partage autour de ces situations cliniques? Alors, moi, l'expérience que j'ai des réunions pluridisciplinaires, c'est qu'une partie de l'intime de chacun est toujours partagée. Si vous parlez vraiment de vos patients, il y a toujours un moment où vous vous mettez à nu devant les copains. Ça fait partie du job. Quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire que l'institution est vécue comme suffisamment bonne et qu'on peut vraiment travailler. Donc, c'est plutôt bon signe. Après, si le partage de l'intime correspond à ce qui est vu en arrière-plan, c'est à chacun de s'organiser pour donner à voir tel ou tel aspect de son intérieur. Pour ce qui est de l'efficacité des réunions en ligne, je crois que, alors je ne sais pas comment vous travaillez habituellement en face à face, mais l'expérience que j'ai, moi, des réunions cliniques en institution,
elle est finalement assez brouillonne. Et je me dis après coup que l'on pourrait avoir un meilleur rendement si on utilisait une méthodologie qui permettait vraiment d'organiser les échanges, tout en gardant, parce que je vous vois les collègues psychodynamiciens dire ah non mais alors la libre association, bien sûr ça c'est tout à fait précieux, mais il est capable d'avoir le beurre et l'argent du beurre en utilisant des méthodologies adaptées. Alors là par exemple pour Zoom, moi ce que je préconiserais ce serait d'organiser les réunions en amont en postant un chemin de fer du travail qu'il y a à faire, des ressources, en partageant les ressources qui peuvent aider à faire ce travail en amont, et puis au moment de la réunion, en distribuant la parole à tour de rôle. Alors c'est beaucoup plus formel que le grand brouhaha que moi j'ai pu vivre dans certaines institutions, mais je pense qu'on va y gagner en efficacité de travail. Alors Benoît, bonjour. Concernant l'organisation des réunions pluridisciplinaires en ligne, ah ben je l'ai déjà lu ça. Ah ben elle a été posée 2 fois. Une fois par Benoît, une fois par bonjour, juste une demande de précision. Ok. Alors Signal ne me semble pas permettre de réaliser de visioconférence sur ordinateur, mais uniquement sur smartphone. Non, vous vous trompez pas, c'est vrai, uniquement sur smartphone. Et là, pour le coup, sur smartphone, il y a quelque chose qui est intéressant parce que vous avez 2 options. Ou vous posez votre smartphone sur un support et vous avez les mains libres, ou alors vous utilisez vos mains pour soutenir le patient. Hein. Je vous dis ça parce que le choix que l'on fait, où on laisse la tête flottante du client sur son bureau et puis on a les mains libres, où on garde la tête du client entre ses mains, ce sont des éléments qui sont pris dans le transfert du psychothérapeute vers le patient. Hein. Donc, quelle que soit l'option que vous choisissez, la manière dont vous tenez le patient, eh bien, ce sont des choses auxquelles vous devez faire attention parce que ça vous permet de comprendre comment vous travaillez avec cette personne-là. Alors, il faut mettre signal messagerie dans votre moteur de recherche partagé. Je réponds à Anonyme qui dit où trouver signal, je ne trouve pas. Hein. Donc, vous voyez, on parle des systèmes de communication en ligne, mais vous voyez que certains choisissent d'être anonymes, ou peut-être qu'ils n'ont pas trouvé comment prendre un nom dans la discussion, et d'autres mettent leur nom. Hein. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important avec les patients. La manière dont le patient va se présenter est tout à fait importante. Par exemple, vous donnez rendez-vous à quelqu'un sur Skype, vous avez son nom et son prénom parce qu'elle vous a envoyé un message par mail, et puis vous voyez que sur Skype, elle a un nom et un prénom qui est un peu différent, hein, tout simplement parce que elle a dû s'inventer une identité. Et l'identité, le nom que la personne prend en ligne, est toujours prise dans le fonctionnement interne de la personne. Réfléchissez-vous, par exemple, à la manière dont vous avez construit votre adresse email. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, une de mes adresses email, c'est yann.leroux@laposte.net. Elle est simple, elle est claire. Mais je me suis beaucoup posé de questions sur pourquoi est-ce que je mets un point entre Yann et Leroux? Pourquoi pas un tiret, hein? Est-ce que ce point-là, c'est un point qui attache le Leroux, c'est-à-dire toute la lignée paternelle de ma famille, ou est-ce qu'il y a Yann, point, on s'arrête là, et puis il y a Leroux qui commence ailleurs, hein? Donc, voilà, bon, on n'a pas le temps de déployer tout ça, mais ce sont des éléments sur lesquels il faut vraiment prendre le temps de travailler. Signal. Alors, j'étais à Signal. Non, du coup, je me suis paumé. Alors, en Belgique, on parle de mettre en place un numéro vert afin d'aider le personnel en souffrance des maisons de repos en cette période difficile. Sans l'image, nous n'avons pas la possibilité d'analyser le non-verbal et nous perdons pas mal d'éléments. Pensez-vous que ce système peut être efficace? Oui, alors le téléphone seul peut être efficace. Vous avez beaucoup d'éléments qui sont transmis par la voix et des éléments qui tiennent à la présence. Je crois qu'il faut
faut se laisser aller à une certaine écoute flottante pour être pleinement présent à la situation clinique. La respiration, le rythme, l'accent de la personne, la manière dont elle va encombrer votre espace psychique ou pas, les pensées qui vous viennent, votre capacité à être en lien avec la personne ou votre impossibilité à avoir de la sympathie ou de l'empathie pour cette personne, tout ça, ce sont des éléments cliniques sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir travailler en utilisant uniquement la modalité vocale. Pensez-vous que cette technologie soit adaptée à des parents migrants résidant dans un centre d'accueil pour personnes en situation de demande d'asile? Si tant est que les moyens techniques soient propices, ou des possibilités pratiques d'intimité, surtout de la construction rencontré avant, de l'instauration d'une rencontre avec une patientèle particulièrement fragile en termes de situation de précarité, de souffrance et de lien, au travers de cette technologie qui ne possède pas les propriétés d'une vraie rencontre humaine, cela va sans dire. Enfin, l'aspect des traductions et de traducteurs ajoutés dans la conversation et la rencontre nouvelle à travers un écran. En est-il dit quelque chose déontologiquement? Merci beaucoup. Alors c'est Catherine qui fait cette question et puis ce commentaire. Ça montre bien qu'on est dans des cliniques qui sont des cliniques de l'extrême et que oui, il faut y aller de façon prudente. Par rapport aux migrants, mon premier réflexe ce serait de dire que a priori c'est possible puisque les migrants ont une utilisation de ces dispositifs de communication pour parler avec leur famille. Après, c'est une clinique que je connais pas, et vous avez tout à fait raison, il faut faire attention à ce que l'aide qu'on peut leur proposer ne les mette pas dans des situations encore plus compliquées, encore plus difficiles. Ça, franchement, c'est vous qui pouvez voir ça. Hein. La question du traducteur amène encore une difficulté supplémentaire. Dans l'idéal, il vaut mieux avoir un psychothérapeute qui parle la langue du migrant. Mais quand le migrant vient de l'autre côté de la planète, il n'est pas sûr de pouvoir trouver en Belgique ou en France quelqu'un qui parle Pachtoun, par exemple. Hein. Alors peut-être utiliser l'anglais, même si c'est un anglais qui est très très simple, peut-être que ça peut aider. Mais là, la seule recommandation que je peux faire, c'est de vous fier à votre expérience parce que c'est elle qui compte en fait. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous pensez que ça amène trop de complications, que ça amène des difficultés supplémentaires dont vous ne pourrez pas venir à bout, n'y allez pas. Si vous pensez que ça peut un peu aider, mais qu'il y a des choses, des garanties à avoir, essayez de les construire en préalable avec les traducteurs si vous avez besoin de traducteurs et avec les migrants, bien évidemment. Et s'il vous plaît, écrivez-nous un bel article pour nous raconter ce que vous avez fait, ce que vous avez trouvé. Comme ça permettra d'avoir la prochaine fois des réponses un peu plus solides. Alors, Marc Malampré nous dit que Signal n'est disponible que sur smartphone. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous conseillez d'autres logiciels utilisables plus confortablement sur un ordinateur comme Wicker Pro ou Whereby? Alors, le Pro de Wicker, là, ça me fait un peu peur parce que je me dis que si le client doit payer quelque chose de supplémentaire, c'est lui compliquer le boulot. Si c'est gratuit, ça me va, même si on connaît l'adage des digibogènes, si c'est gratuit, c'est vous le client. Donc, il faut faire attention à ça. Encore une fois, il faut aller au plus pratique. Au plus pratique, d'abord pour le client et ensuite pour le psychothérapeute et la psychothérapie. Si le plus pratique, ça va être Whereby, ça me va. Si le plus pratique, c'est Signal, eh bien, ça me va tout à fait aussi. Anonyme nous dit, a-t-on une idée de l'impact sur le travail psychique dans les psychothérapies en ligne concernant notamment la question du temps d'élaboration psychique et du fait qu'on divulgue plus rapidement en ligne? Est-ce que ça va plus vite? Je dirais que ça va plus vite pendant les préliminaires. Il y a un moment de précipitation en fait, où le psychothérapeute et le patient travaillent de concert à ce que la relation se crée
et ce, de façon plus rapide qu'en face à face. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Après, une fois que le lien est créé, eh bien, on atteint le plateau de la psychothérapie, et là, ça marche à peu près à la même vitesse. Donc c'est vraiment au début, je crois que c'est dû aux anxiétés de séparation. Chacun sent que l'autre est vraiment très très loin, et on fait vraiment beaucoup d'efforts pour se rapprocher le plus possible. Alors qu'en face à face, on est très proche, et il y a plutôt des mécanismes de freinage pour éviter que la fantasmatique sexuelle, par exemple, précipite, au moins dans l'imaginaire, le patient et le psychothérapeute l'un vers l'autre. Là, on est sûr, avec le dispositif en ligne, que ça n'arrivera pas. Donc, probablement, ça encourage cette accélération-là. Benoît nous dit qu'une des réticences à l'organisation temporaire des séances en ligne est de voir notre cadre de travail habituel modifié, de perdre à terme beaucoup des apports quantitatifs, qualitatifs de ce cadre. Est-ce que le tous chez soi ne risque pas d'augmenter la solitude et l'isolement, de diminuer la démarche d'aller vers, et peut-être que se déplacer à l'extérieur augmente l'investissement de la démarche? Alors, il est certain que ça fait partie du travail de la psychothérapie que de prendre son vélo ou sa voiture et d'aller voir le psychothérapeute. Vous avez sans doute tous fait un travail de psychothérapie. Il y a des moments, franchement, vous n'avez pas envie, quoi. Il fait froid, il pleut, vous dites putain, je vais encore y aller, il est 7 heures, j'ai autre chose à faire. Et donc, vous avez, je sais pas, vous avez 35 minutes à faire, vous descendez de la voiture, il faut aller dans le cabinet du gars, sonner à sa porte d'abord. Bon, tout un bazar. Mais tout ce bazar-là, fait partie du travail psychothérapeutique. Vous n'avez pas ce grand bazar avec l'Internet. Alors on pourrait se dire que par certains aspects, que ce sont des obstacles à l'élaboration du travail qui est fait, à l'élaboration qui est fait dans le travail thérapeutique. On peut aussi se dire que du coup, le patient est obligé de sauter directement en selle. C'est-à-dire qu'il passe d'une activité, il fait quelque chose, je sais pas, il fait peut-être une tarte aux pommes, et bim, ah mon Dieu, il est 11 heures, c'est l'heure de ma psychothérapie, il faut qu'il arrête son quotidien, il n'y a pas de transition. Donc là, pour le coup, ça va dans le sens d'une accélération des processus qui était noté tout à l'heure avec la question la question précédente. Donc encore une fois, ce sont des dispositifs qui sont différents, avec des avantages et des inconvénients. Ça peut être, il faut voir au cas par cas. Pour certains patients, il vaut mieux qu'ils fassent l'effort de sortir de la maison, parce que ça fait partie de leurs difficultés. Je pense par exemple à des gens qui sont dans des creux dépressifs, ou qui ont des très grandes anxiétés sociales. Eh bien ceux-là, la sortie pour aller voir le psychothérapeute une fois par semaine, c'est souvent leur seule sortie, et c'est bien de ne pas leur proposer une psychothérapie en ligne. Est-ce que l'on va perdre... Oui. Je me permets juste d'intervenir, voilà, pour dire une ou deux dernières questions. Il m'en reste... Ah non, il en reste plus que deux, mon Dieu. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Là, j'ai été trop bavard. Bon, non, côté pas de souci, il y a eu beaucoup de questions, hein, c'est pour ça. Donc, quelle question? Alors, je vais prendre une question qui a le plus de pouces, comme ça, j'ai pas de culpabilité. Ah, ce qui est sympa, c'est que, vous voyez, vous avez des réponses des collègues. Ça, c'est vraiment un truc qui est très, très sympa, quoi. L'Internet favorise, il est fait pour ça, en fait, pour collaborer ensemble et pour trouver ensemble des solutions. Donc, Virginie Colella suggère de faire un essai avec le traducteur avant d'inclure le patient. Donc, formidable. Alors, le nom de logiciel à partager, je donnerai un récapitulatif à Pascal Minotte. Il y aura quelques noms. Et puis, des contre-indications à la téléconsultation pour certaines pathologies. Non, j'ai pas de contre-indication. Dans les années 2000, la contre-indication, c'était les troubles psychotiques, mais depuis, l'expérience montre qu'avec des personnes qui présentent des schizophrénies, on peut tout à fait travailler à distance. Donc, j'ai pas de contre-indication particulière. Voilà. Et c'était une question à 5 pouces, donc...
Et puis la dernière, 5, 4. Ah, des recommandations particulières pendant la prise de notes. S'il vous plaît, oui, pitié, prenez des notes. Hein. Alors, prenez des notes, de préférence, je pense, après la séance. Moi, mon habitude de travail, c'est 50 minutes avec le patient, j'essaye, et puis ensuite 10 minutes, un quart d'heure de prise de notes. Hein. Alors, je pense que c'est très utile à la fois pour ceux qui travaillent en libéral et ceux qui travaillent en institution. Pour ceux qui travaillent en libéral, c'est un temps qu'ils ont d'élaboration, puisqu'ils sont obligés de représenter dans leur esprit le patient en son absence, de repenser à ce qui a été fait, et puis à ce qui est prévu. Hein. Il y a des formats de prise de notes qui permettent de prendre en 10 minutes, de capturer en 10 minutes l'essentiel d'une séance de psychothérapie de 50 minutes. C'est pas la peine de tout raconter, hein, sinon ça vous prendrait trop de temps. Il faut être vraiment très, très synthétique. C'est aussi utile pour les personnes qui travaillent en institution, parce que ça permet très facilement de diffuser l'information. Il y a des moments, par exemple, je travaille dans un centre de consultation où on recevait des enfants, il y a des moments où les questions de nouvelles indications se posaient, il faut l'étayer, la nouvelle indication. Si on passe d'une psychothérapie individuelle au psychodrame ou vice-versa, il faut l'étayer de façon un peu plus précise que je le sens mieux comme ça. Hein. Donc, cet étayage, il ne peut être donné qu'en s'appuyant sur les notes qui sont prises séance après séance. Alors vous me direz, il y a des collègues qui disent oui, mais j'ai une bonne mémoire. En fait, non, personne n'a une bonne mémoire. On se raconte toujours 10 000 histoires avec le patient. Hein. Même une fois qu'il est parti, des fois on peine à retrouver le contenu des échanges. Alors quand 2 ans plus tard, vous devez expliquer à vos collègues pourquoi est-ce que tel enfant doit intégrer un groupe psychodrame en vous basant uniquement sur votre mémoire, vous allez raconter des histoires. Hein. Donc, vaut mieux s'appuyer sur des prises de notes. Donc, vous trouverez sur Kern des articles. J'en ai écrit un, et puis il y en a un autre pour les psychothérapeutes de groupe qui a été rédigé par Guy Jiménez et qui il propose un format tout à fait intéressant. Il y a d'autres formats qui sont possibles. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir un cadre et puis de le suivre. Voilà. Eh bien voilà, un tout grand merci Yann pour cet exposé, ces réponses aux questions qui nous ont... enfin voilà, tout ça nous a beaucoup éclairé. Il va nous aider à travailler pour le mieux dans le contexte actuel et puis par la suite aussi, je pense que ça va inspirer aussi des pratiques dans le futur, au-delà de la crise qu'on traverse à l'heure actuelle. Pour info, on va au niveau du CRESAM essayer à partir de demain, donc ce ne sera pas dans une demi-heure ou dans une heure, mais à partir de demain de recenser un petit peu, on parlait du PowerPoint par exemple qui a été diffusé, mais un certain nombre de ressources, celles qu'on a à disposition, on va les partager sur notre site internet, donc n'hésitez pas à venir visiter un petit peu notre site internet à partir de demain. Si vous avez besoin voilà, des supports qui ont été proposés ou de choses que l'on a évoquées ici. Voilà. Et, je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps imparti, mais c'était pour la bonne cause. Hein. C'est tout simplement parce que tout se passait très bien et que ça aurait été dommage d'interrompre trop vite ce qui était en train de se passer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous et que tout se passe bien et à une prochaine fois. Voilà. Merci à vous. Au revoir, oui. Au revoir.